les médias, ça devrait être un contre-pouvoir, c'est-à-dire du côté du peuple contre les pouvoirs dominants, on va dire, de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas le pouvoir. Et progressivement, les médias sont devenus un des pouvoirs dominants, complice, on va dire, du pouvoir politique. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on considère qu'il y a à peu près 70% des élèves en école de journalistes qui viennent du 10% le plus favorisé de la population française, le plus riche, quoi, voilà. Donc c'est une déconnexion, on va dire, déjà sociologique, voilà. C'est-à-dire que 70% des journalistes représentent sociologiquement 10% de la population française. Et ils n'en ont pas conscience. Ils ont l'impression qu'ils représentent la population française dans sa diversité sociale, d'origine, etc. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la Tribune des Pirates. On reçoit aujourd'hui Philippe Merlan, donc ancien journaliste et spécialiste de la critique des médias. Bonjour. Bonjour Philippe Merlan. Bonjour. Alors entrons immédiatement dans le vif du sujet. Que penses-tu de la profession de journaliste et pourquoi ce métier semble déconnecté des populations modestes? Alors j'ai choisi ce métier, c'est le métier que j'avais envie de faire. Je continue à penser que dans de meilleures conditions, pratiquer autrement, ça peut être un métier extrêmement utile à la démocratie. D'ailleurs, le journalisme est né avec l'avènement de la démocratie. Mais aujourd'hui, je considère qu'il y a plein de problèmes, et notamment cette histoire de déconnexion du réel. Alors, du réel en général, parce que par exemple, un truc très concret, c'est que les journalistes font de moins en moins de reportages. Donc, ils travaillent au bureau avec les mêmes sources d'information les uns des autres, donc une uniformité totale. Ils sont plus en moins de terrain. De moins en moins de terrain, quoi, voilà. Si tu regardes un quotidien, tu regardes les articles qui ont fait l'objet de reportages chaque jour, si tu en as deux, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et encore plus fort vis-à-vis des milieux populaires et des quartiers populaires en particulier, parce qu'ils n'en viennent pas, ils ne les connaissent pas, ils ne font pas l'effort de les connaître, et donc c'est encore plus fort cette déconnexion du réel. On considère, nous on avait fait une petite étude, on considère qu'il y a à peu près 70% des élèves en école de journalistes qui viennent du 10% le plus favorisé de la population française, le plus riche, quoi, voilà. Donc c'est une déconnexion, on va dire déjà sociologique, voilà. C'est-à-dire que 70% des journalistes représentent sociologiquement 10% de la population française. Et ils n'en ont pas conscience. Ils ont l'impression qu'ils représentent la population française dans sa diversité sociale, d'origine, etc. Moi j'ai une question par rapport par exemple aux invités à la télé. Ça se passe surtout par réseau, par connaissance, Ouais. comment ça se déroule? Oui, c'est beaucoup par connaissance, tu vois. Mais ce qui est logique, hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi je dis, le journalisme est forcément un métier subjectif, parce que rien que dans le choix des sujets, tu as plein de sujets que tu connais pas. Moi, avant que je m'immerge pas mal dans les quartiers populaires, il y avait plein de sujets, je les avais même pas dans la conscience parce que je connaissais pas la réalité vécue par les gens, quoi. Donc le choix des sujets, mais le choix des personnes, en fait, tu invites tes réseaux, voilà. Et par exemple, pareil, socialement, les réseaux, ils sont hyper homogènes, quoi, voilà. Et donc tu restes dans la bulle, en quelque sorte. La plupart ne vivent pas dans des quartiers populaires. Oui, Ouais, ouais. on peut dire la quasi-totalité. Et pour aborder une deuxième question, quel est ton sentiment sur le traitement médiatique de l'islam en France? Alors je pense qu'il y a vraiment une stigmatisation de l'islam qui est extrêmement forte. Moi, comment j'en ai pris conscience, puisque donc je ne suis pas musulman, donc je ne vis pas, moi je considère que c'est toujours face à un phénomène d'oppression, de domination, les premières personnes concernées qui le vivent et qui peuvent le mieux l'analyser. Donc voilà, donc moi je ne suis pas concerné directement. Et c'est progressivement que je me suis rendu compte. Alors moi je réfléchis pas mal à l'utilisation des mots. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle on se rencontre justement, voilà. c'est cette analyse des mots. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais les mots sont complètement pervertis sur cette question. Parce que par exemple, il y a un mot qui est utilisé, parce que la plupart des médias et des politiques d'ailleurs disent, on distingue islam et islamisme. Voilà. Et donc on n'a rien contre l'islam, enfin, sauf Zemmour. Mais on a contre l'islamisme ou l'islam politique. Enfin, voilà. Et en fait, par exemple, il y a l'utilisation du terme islamisation. Quand tu emploies ce terme-là, qu'est-ce que tu décris, en fait? Tu sais pas, tu es dans la confusion
totale des deux, quoi. Voilà. Est-ce que c'est lié à l'islamisme ou à l'islam? Absolument. Mais je pense qu'il joue C'était dans sur le cette mélange. ambiguïté. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, en fait. Enfin, j'avais un début de prise de conscience. Puis, bon, moi, par mon parcours personnel, on va dire, j'ai été mon premier terrain d'engagement, voilà, quand j'étais jeune, un certain nombre d'années, comme vous imaginez, ça a été le soutien aux luttes de l'immigration. Voilà. Donc, j'ai été assez actif là-dessus. Donc, j'ai de longue date, j'allais dire, une sensibilité sur l'immigration, sur les quartiers, etc. Mais un des trucs qui m'a fait tilt, c'est qu'un journal dans lequel je travaillais, dans les années 2000, un jour, il y a Claude Guéant, qui est ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui déclare qu'il y a trop de musulmans en France. Voilà. Ce qui est Et toi, déjà... toi ça a eu un réel impact sur l'utilisation de la formule? Oui, absolument. Mais alors, le journal dans lequel je bossais avait l'habitude sur Internet, chaque jour, on posait des questions aux internautes. Et le mec, j'allais dire qu'il était un brave mec, enfin, tu vois, qui ne réfléchit pas plus que ça, il pose la question aux internautes, est-ce que vous trouvez que Claude Guéant a raison? Quoi, tu vas te dire ça? Et nous, enfin, on est quelques-uns à hurler, on lui dit, mais comment tu peux poser cette question-là? Enfin, voilà. Est-ce que, et heureusement, je vais dire, est-ce qu'on poserait la question, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de juifs en France? Évidemment pas, et tant mieux, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'autorises à poser la question, comme si c'était une question banale, comme si c'était une opinion, voilà. Et c'est plus une opinion, enfin voilà. Et le plus intéressant, c'est que tu dis qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est là où tu te dis, mais il y a un processus qui s'est enclenché. Tu vois, le type débarqué, il nous a dit, ah oui, ça pose problème. Un peu gêné, oui. Tu vois, mais ouais, mais il n'avait pas réalisé. Et comment se fait-il que sur l'islam, il n'y a aucune barrière comme ça, sur le plan politique ou médiatique? Ouais, c'est difficile à y répondre de manière sûre et certaine. Moi, je pense qu'il traîne un fond quand même de racisme. Moi, je pense que c'est quand même la forme que prend le racisme aujourd'hui. Enfin, voilà, une forme déviée, mais voilà. Je pense que tout ce qui est lié notamment à la guerre d'Algérie n'a pas été traité en France et qu'il y a une espèce d'omerta sur... voilà, c'est un espèce de tabou. Et donc je pense qu'il y a dans la société française, mais de la même manière d'ailleurs que... alors, je reviens avant, hein, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 40 à 45, pratiquement 95% des journaux sont antisémites total, collabos, pro-Hitler, etc. Et on a oublié ça. Enfin, voilà. Tu parles des journaux français? Des journaux français, oui, pardon. Non, mais français, oui, tout à fait. Et tu vois, il y a des trucs sur lesquels il y a une espèce d'oubli de la mémoire, enfin voilà, et donc ça n'a pas été traité, et ce qui a trait à la guerre d'Algérie n'a pas été traité non plus. Donc je pense qu'il y a dans la société française, on en voit aussi la traduction politique aujourd'hui, un espèce de vieux fond qui peut ressurgir à n'importe quelle occasion. Et puis alors après, parce que moi je pense, sur les journalistes, que j'en ai quand même beaucoup fréquenté, en 40 ans de métier, et j'ai rencontré peu de fripouilles, enfin de gens qui intentionnellement, voilà. Et j'ai rencontré plutôt des gens qui essayaient d'être honnêtes, qui étaient, voilà. Ça fait encore plus peur. Oui, tu as raison, ça fait encore plus peur. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, si tu veux. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la conscience de d'où je viens et d'où je parle, enfin, voilà. C'est quoi mon angle de vue quand voilà, pour être clair, moi je viens d'un milieu bourgeois, blanc, enfin comme vous voulez. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il cherche à partir buzz. Du moment, oui, et puis il y a le buzz, oui. Oui, mais le buzz, enfin, voilà, on sait que ça fait le buzz, et après, c'est un processus de cercle vicieux, voilà. Et puis après, il y a un autre truc aussi, c'est que moi ça m'a frappé, mais je n'avais pas réalisé. Dans les études de journalisme, tu n'as aucun cours de linguistique, de sémantique, d'analyse des mots, des images, des symboles, des chiffres, etc. C'est-à-dire que les journalistes, toute leur vie, vont travailler avec les mots, avec les chiffres, les images, et ils n'ont été absolument pas formés à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça suscite, qu'il y a un écart entre une réalité et sa représentation, des choses comme ça. Donc ils n'ont pas du tout le cadre pour penser leur métier de façon critique. Transition parfaite. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc des conférences gesticulées. Non, mais on te reçoit aussi beaucoup par rapport à ça. Ça veut dire et on s'est rencontrés voilà, par rapport à tout ça, sur l'utilisation des mots. Et ce qui m'avait marqué moi, au moment où on s'est rencontrés, c'est que j'ai admis effectivement qu'on construit sa pensée en fonction des mots qu'on a à sa disposition et non l'inverse. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Alors, je reviens peut-être un tout petit peu en arrière pour répondre à ta question. Donc moi j'ai commencé progressivement à devenir critique par rapport à mon métier.
aussi parce que je me suis mis à aller dans beaucoup de réunions avec les gens, le public, les citoyens, notamment dans les quartiers. Donc à en prendre pas mal plein la gueule. Parce que, du coup, en tant que journaliste. En tant que journaliste, voilà. Et à me dire, mais ils ont raison, au fond. Enfin, voilà, au lieu de se draper dans le truc, voilà, et de me dire, mais il y a plein de critiques qui sont parfaitement justifiées. Et ça m'avait amené en 2009 à coécrire un bouquin qui s'appelait Média, la faillite d'un contre-pouvoir. En gros, le sujet, c'était pour nous, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, les médias, ça devrait être un contre-pouvoir, c'est-à-dire du côté du peuple contre les pouvoirs dominants, on va dire, de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas le pouvoir. Et progressivement, les médias sont devenus un des pouvoirs dominants, complices, on va dire, du pouvoir politique. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc, j'avais fait un bouquin avec un copain, et où je mêlais déjà des anecdotes de mon parcours personnel, des choses qui m'étaient arrivées dans mon métier de journaliste, et puis une tentative d'analyse de comment ça se passe. Et puis après, à ce moment-là, j'ai découvert, j'avais un copain, Franck, qui avait inventé l'idée d'une conférence gesticulée, je vais en dire 2 mots. Donc une conférence gesticulée, c'est quoi? C'est un mélange de conférences et de stand-up, on va dire ça au niveau de la forme. Et au niveau du fond, c'est partir de choses qu'on a vécu personnellement pour essayer d'en faire une analyse politique. Et dénoncer un système de domination, parce qu'on est sur l'idée qu'il y a des dominants et des dominés, voilà, et qu'une conférence gesticulée, ça doit servir à analyser et à critiquer un système de domination pour essayer de l'abattre. Voilà. Notamment avec les mots qu'il utilise. Notamment avec les mots. Donc voilà. Donc bah oui, Franck, c'est lui qui l'extrait que je vous ai sur passé. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est lui qui a inventé les conférences gesticulées. Et du coup, quelques années après, je me suis dit, mais un bouquin c'est bien, mais un bouquin c'est très peu lu. Et je vais prendre cette forme de la conférence gesticulée pour faire cette critique dont ça s'appelle le mystère du journalisme jaune. Voilà. Et depuis, je suis assez engagé dans le mouvement des gesticulants, qu'on s'appelle entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis devenu aussi formateur de nouveaux et de nouvelles qui veulent faire leurs conférences gesticulées, etc. Voilà. Pour revenir à la question d'avant, comment, selon toi, faudrait financer les médias? Alors, j'ai pas les réponses toutes faites. Mais par exemple, je vais donner quelques éléments. En France, les aides publiques sont automatiques. C'est des aides sous forme de tarifs postaux privilégiés, d'aides fiscales privilégiées, etc. Mais par exemple, on voit que dans les journaux qui reçoivent le plus d'aides, il y a tous les journaux de type Télépoche, Téléstar, etc., qui vivent très bien, qui n'ont absolument pas besoin d'aide. Qui sont subventionnés. Qui sont subventionnés, voilà. Et alors, par exemple, je sais qu'en Belgique, il y a un fonds public qui aide les médias qui font de l'enquête et du reportage, c'est-à-dire qui vont sur le terrain. Parce qu'on sait que ça coûte plus cher d'envoyer, voilà, c'est clair que ça coûte plus cher d'envoyer un journaliste 3 jours sur tel endroit plutôt que de lui faire faire en 1 heure l'article au bureau. Et donc, si tu veux, en Belgique, le fonds public, enfin pour les aides à la presse, c'est sur ce critère-là. C'est ceux qui font du travail d'enquête et de reportage, ils sont financés, ils sont soutenus. Parce qu'on considère que, ben oui, on considère que c'est une mission d'intérêt général, ça. Voilà, que les médias, ça doit jouer un rôle dans une démocratie. Et donc la puissance publique peut mettre de l'argent, et notamment quand ça coûte cher. Voilà. Donc ça, j'allais dire, ça c'est... Après, moi j'ai tendance à penser, mais c'est pas demain la veille, hein, moi j'ai tendance à penser que le modèle des sites internet, des pure players, comme on dit, alors soit appel aux dons de la part des... Voilà, parce que ça marche pas mal. Je pense à Bastamag, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez. Bastamag est financé uniquement par l'appel aux dons. Et ils ont une équipe de 8 salariés, je crois, maintenant. Enfin, voilà, à plein de temps. Ils ont réussi à développer une Ils ont réussi à développer parce que bon, il y a un niveau de qualité journalistique excellent. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà. Il y a des alternatives. Ouais. Alors après, Mediapart est payant, mais je vois quand même. Très intéressant. Tu penses quoi du média Mediapart? Et on entend tout et n'importe. Enfin, chacun se crée son opinion sur Mediapart et ce qu'ils font. Absolument. Mais si tu veux 9 € par mois pour quand même un quotidien, c'est pas énorme. Alors ce qui est très intéressant, c'est pour ça que moi l'info sur internet, je trouve que c'est une perspective vachement intéressante. Moi j'ai voulu faire un journal, on va dire altermondialiste, citoyen, il y a 25 ans maintenant. Et du coup c'est moi qui me coltinais, c'était un gros projet, les comptes prévisionnels, et on se rendait compte qu'en fait, vu les coûts d'impression, de diffusion dans les kiosques, etc., en gros sur le budget d'un canard écrit, presse écrite,
le travail, les salaires des journalistes, ça représente 20% du budget total. Ouais. Donc si quelqu'un achète un journal 5 euros, en fait, il y a 1 euro qui va au travail journalistique. Mediapart, leur budget, 97% de leur budget va rémunérer le travail des journalistes. Il n'y a plus de coûts de distribution, plus de coûts d'impression. Donc je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup, on va payer le travail journalistique directement. Peut-être que la population est aujourd'hui plus disposée à consommer de l'information par le biais du virtuel plutôt que d'aller... Oui, que d'aller... Oui. Oui, aussi. Je crois que c'est vraiment... En tout cas, le modèle est intéressant sur ce truc de... quand j'achète en ligne, oui, c'est vraiment le travail journalistique que j'achète, alors qu'une fois encore, c'est un truc sur 5, 1 euro. Ouais. On va terminer avec un petit jeu. Je te cite des mots et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Alors, islamisme. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Les mots sont tellement tronqués. Je ne sais pas. Je botte en touche. Séparatisme. Alors séparatisme, c'est séparatisme, c'est une arnaque totale, quoi. Enfin voilà. C'est-à-dire que moi ça me fait rire parce qu'en plus vu mon âge, j'ai connu les séparatistes corses, bretons, etc. Et donc c'est faire croire qu'il y a une tentative de créer presque un État indépendant, un califat en France. Ah oui, dans ton département, le 93. Absolument, c'est ce qu'a dit Éric Zemmour. Donc on vit ici dans une espèce d'enclave étrangère. Enfin voilà. Donc c'est du pur délire. Alors là aussi c'est très bizarre parce que si tu veux, ce mot aurait dû... tu vois, des médias auraient dû réfléchir à ce mot-là. Enfin, tu vois, c'est oui, en fait, c'est une perversion. C'est intéressant parce que tu disais la dernière fois quand on en parlait que ils réagissent même plus, enfin les médias ne se posent même plus la question des termes utilisés et de là où ils emmènent. Ouais. Moi, je vais prendre un autre exemple, alors là, qui est dans la sphère politique, mais parce que j'ai peu entendu de médias réagir à ça, puisque Valérie Pécresse vient d'être élue candidate LR, et elle a une proposition qui est une injure à la démocratie, à la République, l'histoire de que les peines prévues en cas de délit soient doublées pour les gens quand ils habitent les quartiers populaires, quoi, tu vois. Et je veux dire, c'est quand même fou. C'est l'entrave complet, pour le coup, au principe de la République, là, voilà, parce qu'il y a des principes de la République, mais qui ne sont pas ceux qu'on dit d'habitude, et c'est le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Enfin, je veux dire, si tu sors du principe d'égalité devant la loi, enfin, voilà, et je trouve que les médias auraient dû relever ça beaucoup plus. Ouais, son concurrent avait une expression très intéressante qui a fait pas vraiment réagir au sens où, enfin, le Guantanamo donc à la française. C'est quoi ça? Ça va très loin, effectivement. Voilà, donc séparatisme, pour moi, on ne devrait jamais utiliser ce mot-là. Enfin, on décrit une réalité, enfin avec ce mot-là, décrit une réalité qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on a l'impression, toi qui es spécialiste des mots, c'est que pour être élu, il faut entrer dans un excès sémantique, avoir des propositions excessives pour justement être visible dans les médias et en même temps que les gens... oui, alors c'est sûr, alors ça c'est le phénomène du buzz, par contre. Qu'il a, parce que moi j'ai dit ce que je pensais de bien de l'info sur Internet, etc. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux, avec la réaction immédiate, le like, etc., faut faire du buzz. Faut de moins en moins vérifier l'info avant de la sortir. Il y a de plus en plus de trucs qui sortent. Sans source. On se rend compte du pont de Ligonnès qui avait été arrêté. Enfin voilà, donc ça c'est plutôt inquiétant par contre. Et alors ça me permet de rebondir sur sa question parce que tout à l'heure on a entamé la discussion et c'est vrai, donc est-ce qu'il ne faut pas être plus entre guillemets trash, utiliser certaines expressions et notamment, puisque on en parlait, évidemment que cette réflexion de l'éducation populaire, et tu vas m'en dire s'il te plaît juste un mot. Sur l'éducation populaire, qu'est-ce que c'est et qui est plutôt une idée à gauche, clairement. Est-ce que la gauche, donc au-delà de ce qu'est l'éducation populaire, est-ce que la gauche n'a pas coulé dans cette guerre des mots, cette guerre des mots Ils ne réfléchissent pas assez aux mots. Et du coup, le vocabulaire qui s'est imposé, parce qu'on est dans une période qui est idéologiquement plutôt marquée par la droite et l'extrême droite, on va dire, et que les médias s'en font les relais, mais c'est à l'insu de leur plein gré,
Il n'y a pas une conscience. Mais encore une fois, ils n'y réagissent pas. Ils réagissent pas. Et c'est en contradiction avec leur vocabulaire de base. De base, absolument. Alors l'éducation populaire, pour en dire un mot. Oui. En fait, c'est marrant parce que les premiers, enfin on parle de l'instruction publique à l'époque. Quand il y a la Révolution française en 1789, il y a un certain nombre de gens, dont Condorcet en particulier, qui disent mais c'est fou parce qu'on était dans une logique d'obéissance et tout d'un coup on demande aux gens de prendre des décisions d'eux-mêmes, etc. Enfin voilà, de donner leur avis. Et c'est un défi incroyable, quoi. Et donc ils disent il faut l'éducation primaire, enfin voilà, des enfants, voilà. Mais il faut une instruction publique, c'est-à-dire qu'il faut toute la vie une espèce d'éducation politique, au sens large, pas politicienne, voilà. Parce que sinon on n'arrivera pas à avoir des citoyens qui soient capables d'exercer, voilà. Ça ressurgit en fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque tout d'un coup, parce que quand même les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elles se passent dans des pays où il y a un haut niveau d'éducation primaire, on ne peut pas dire, voilà. Et c'est là que se parlent les pires barbaries, quoi, voilà. Et du coup, il y a des gens qui se disent, mais il faut créer des choses pour éviter qu'un peuple dérape dans la barbarie comme ça. Et donc, ils reviennent à l'idée d'éducation politique des adultes. Et en 1945, il y a une direction de l'éducation populaire qui est créée en France et qui va disparaître au bout de 2 ans parce que rivalité entre les gaullistes, les communistes, etc. Et qui a été oubliée, du coup. C'est-à-dire que on a des structures en France qui sont des vieux mouvements d'éducation populaire, mais qui font des activités pour les mômes, quoi. C'est-à-dire la dimension politique de comment on donne un esprit critique aux gens, comment elle a disparu, quoi. Et donc les conférences gesticulées, ça visait vraiment à remettre l'éducation populaire au premier plan. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'éducation du peuple, mais c'est l'éducation par le peuple, voilà. Donc en partant des conditions de vie, de la réalité, etc. C'est pas un truc. Il y en a un qui a une belle formule. Il y a un pédagogue brésilien qui doit être mort aujourd'hui, Paulo Freire, et qui disait personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul. Personne ne s'éduque seul. Personne n'éduque autrui. Les hommes et les femmes s'éduquent les uns et les autres par l'intermédiaire du monde. Donc c'est l'idée dont on s'éduque ensemble, quoi, voilà. Il n'y a pas de sachants et de... On va terminer sur cette note. C'est très intéressant. Tu peux nous rappeler le nom de ta conférence gesticulée? Alors ça s'appelle Le mystère du journalisme jaune. Voilà, et puis j'en aurai une autre qui devrait être prête dans un mois. D'accord. Qui s'appellera Le parfum de l'homme en blanc. On peut retrouver ça où? Alors j'ai un blog, enfin on peut la trouver sur YouTube en intégralité, il y a 2 versions. Sur le journalisme, hein, justement. Sur le critique du journalisme et du média. Voilà, et puis j'ai un blog, le mystère du journalisme jaune toutattaché.org. Voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Philippe, d'avoir pris le temps de répondre. Et puis que les éborgnés n'hésitent pas à s'abonner. Et à bientôt. Exactement. Merci beaucoup.